Donc aujourd'hui, on a dit qu'on allait faire des exos de mécanique. Alors, est-ce que vous avez des exos que vous voulez qu'on fasse? Première question, spécifique, des choses qui vous avez cherché, qui vous ont posé problème. Oui? Le principe de la poulie. La poulie, d'accord, on va regarder. Alors, la poulie, oui. On va le faire, mais il va falloir qu'on introduise avant les moments cinétiques, les moments des forces et les vecteurs rotation. Donc peut-être on fera plus tard, mais je note effectivement, on va faire les poulies. Moi j'avais en tête... Oui. J'ai vu dans le TD il y a 2 ans un exo sur la position de bateaux sur la planète Terre en fonction du temps. C'est un exo cinétique. Ah, c'était de la cinématique. D'accord. Ah oui. Avec les coordonnées sphériques. Ouais. Et vous êtes en difficulté là-dessus. Ah, bah, très bien. Oui, oui, ça c'est oui, de la cinématique sur une sphère. Vous l'avez en tête, l'énoncé? Oui, il est ah, simple, l'énoncé. ah bah allons-y. Ok, bah c'est... Enfin, vous voulez que je... Ou éventuellement, ouais. Après, je sais pas faire justement, c'est juste... Non, bah, très bien, on va le faire. Enfin, j'espère que je sais le faire. On verra. En gros, on a la planète Terre avec l'équateur. Oui. Et on prend 2 bateaux. Ah oui. Donc on a B1 et B2 qui partent du même point avec la même vitesse V0. Oui. Sauf qu'il y en a un en fait qui suit l'équateur et l'autre qui va suivre l'équateur mais suivant le pôle nord et le pôle sud, quoi. Et en fait à la fin ils vont se rejoindre à l'opposé de la Terre, de l'autre côté. Et la question c'est étudier la position des bateaux selon le repère qu'on choisira de notre choix en fonction du temps. D'accord. Et voilà, c'est juste ça. Et il faut donner leur distance ou pas? Et après, il faut donner la distance entre les 2 bateaux. Mais ça, c'est une question. À chaque après, instant. Voilà. Mais il faut écrire l'équation de position du bateau 1 et du bateau 2 en fonction des coordonnées sphériques choisies. En sphérique, Donc on le fait en sphérique? On peut aussi faire en... D'accord. Alors, on le fait en sphérique. Alors, on va choisir un repère pratique. Donc, il y a effectivement un équateur ici. Là, il y a un méridien. Alors, enfin, on peut imaginer un truc comme ça. Donc, on va prendre comme axe par rapport auquel on repère l'angle... Enfin, on prend l'angle θ comme par exemple l'axe nord-sud. Enfin, l'axe des pôles. Ah ouais, là, ça va être chaud, là. Bon, j'espère que ça va pas trop durer. Non, ils vont à la même vitesse, donc ils vont se rejoindre. Parce qu'il y a là. On suppose que c'est une sphère, bien sûr. Bah, ils doivent, puisque c'est la même distance parcourue. Ouh là là. Est-ce qu'on attend 5 minutes ou... Peut-être réfléchir chacun de son côté. Ouais, si vous voulez réfléchir un petit peu, alors le temps que... avant que je démarre, et puis comme ça, peut-être qu'il... Le bruit s'arrêtera. Hein? C'est très bien les exercices. C'est pratique. Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin de s'écouter. Bon, donc je vous suggère quand même de prendre, comme ça on aura tous la même chose, de prendre l'axe, enfin, de repérer θ à partir de l'axe des pôles nord-sud, et peut-être l'angle phi à partir de la position de départ, tant qu'à faire. On peut prendre d'autres choses, hein, mais comme ça, ça paraît le plus naturel. Hein? Et puis dès qu'ils auront fini le bruit, on corrigera. Peut-être commencer à corriger quand même. D'accord. Bon, alors, donc, on a les 2 véhicules, les 2 bateaux, les 2 avions. On va oublier qu'il y a de la terre sur la Terre. Donc, ils partent de
ce point-là, qui donc, dans le système de coordonnées sphériques que l'on choisit, qui paraît à peu près le plus simple, se trouve au point, donc je vais l'appeler D comme départ. Le point D, il a pour coordonnées sphériques, alors évidemment il est au rayon de la Terre, ça c'est sa première coordonnée sphérique, peu importe le rayon, enfin tout va être proportionnel au rayon. Il est à θ, donc c'est l'angle par rapport à l'axe d'épaule, θ égale pi sur 2, on est d'accord? Donc je pourrais le faire comme ça, R égale rayon de la Terre, θ égale pi sur 2, et phi égale 0. Ça c'est une convention, on choisit l'origine de l'azimut où on veut, on va le prendre, enfin on va dire que le point de départ c'est en 0. OK? Et donc, il y a un premier bateau ou avion qui part plein est en fait, hein, qui va par là. Et donc, il reste à θ égale pi sur 2, il reste dans le plan équatorial, et simplement son θ augmente. D'accord? Donc, pardon? Phi, j'ai dit θ, bien sûr, absolument, oui, oui. θ reste pi sur 2, et phi augmente. Alors, phi augmente comment? Donc, l'hypothèse, si j'ai bien compris, c'est que la vitesse est constante. Donc, il est à vitesse constante. La question, c'est comment traduire la vitesse en un phi? Ou en un phi point, en fait. Donc, on va avoir, donc, on va appeler M1 le premier. Donc, il aura pour coordonnées, évidemment, R égale, je mets l'indice Terre, c'est le rayon de la Terre. Ça ne va pas changer, puisqu'il reste à la surface. On va avoir θ égale pi sur 2. Et on va avoir phi qui vaut... Alors, je vous écoute. Non, phi va augmenter au cours du temps. Oui, jusqu'à pi. Non, là, je ne note pas le point d'arrivée, je fais directement la trajectoire. Donc, phi, ça va être proportionnel au temps. Et là, il va y avoir la vitesse angulaire. Donc, V0 sur R, absolument. Eh bien, parce que V0, c'est R phi point, c'est R oméga. Alors, si vous voulez, pendant dt, d'accord, M1 parcourt par définition V0 dt. Si V0 est sa vitesse, d'accord? Mais donc ça, c'est repéré par rapport à sa vitesse. Maintenant, pendant dt, M1 parcourt un arc d'angle dφ égale phi point dt au rayon grand R. Si je le représente vu du dessus, d'accord? Donc c'est le plan équatorial vu du dessus. Le bateau part de là, à phi égale 0, là. Et puis, il se déplace de dφ égale phi point dt. Quelle est la distance qu'il a parcourue ici? Si le rayon est R, cette distance-là, par définition, c'est R dφ. D'accord? Enfin, c'est vrai partout. Hein. L'hypothèse, c'est que la vitesse est constante. Donc, c'est pour ça que le phi point, il est constant. J'ai supposé que phi point est constant, évidemment. Donc, quand il se décale de dφ, il parcourt une distance R dφ. dl égale R dφ. D'accord? Ouais, c'est bon, sûr, hein, pour tout le monde? Donc, quand on se déplace de dφ à une distance R, on parcourt R dφ. Par conséquent, la vitesse, c'est dl sur dt, c'est-à-dire R dφ sur dt.
Donc on a R des phi sur dt qui vaut V0, si vous voulez. R des phi qui vaut V0 dt, c'est peut-être encore plus... Voilà. Et comme il n'y a que des constantes là, vous pouvez intégrer cette équation de 0 à phi de t, de 0 à t, et ça vous donne effectivement R phi de t moins phi de 0, c'est-à-dire 0, qui est égal à V0t. D'où ça. Ouais. Phi augmente linéairement, parce que la vitesse est constante, la vitesse angulaire est constante, et la relation entre la vitesse et la vitesse angulaire, c'est ça, bien sûr. Pour la raison qu'on vient d'expliciter ici. La longueur de l'arc, c'est R des phi. Donc dl sur dt, c'est R des phi sur dt. Ok, donc on a la trajectoire du premier, je vais dire des avions, parce que sinon les bateaux ne vont pas sur la Terre, ça me gêne. Donc le premier avion a cette trajectoire-là, en fonction du temps, R est constant, θ est constant, et phi croît linéairement. Très facile. Donc maintenant, quid du deuxième avion? Alors, cette fois, si vous voulez, je vais représenter l'axe sud-nord. Donc je regarde par là, d'accord? Je projette. Donc l'avion fait ça en fait, d'accord? Donc là, ça c'était lorsqu'il est ici, il est à un angle θ. Donc θ part de pi sur 2, ça diminue jusqu'à 0, puis ça réaugmente. Par contre, phi va rester toujours égal à 0. Hein? L'avion est toujours dans le plan du méridien de Greenwich, par exemple, ou un autre. Oui? Mais quand après M il va passer de l'autre côté, ça va être moins θ ou... Là? Oui, Ah, celui-là? voilà, c'est ça, de l'autre côté. Ah non, θ, c'est l'angle que fait le rayon avec la verticale. C'est juste que phi... Ah oui, j'ai dit... Oui, non, il reste dans le plan, Il va bien passer. mais phi... Oui, pardon. Phi va passer à pi d'un seul coup. θ. Non. Quand θ vaut 0, ici, ce point-là, c'est θ égale un peu plus que 0 et phi égale 0. Et ce point-là, c'est θ égale un peu plus que 0 et phi égale... Oui, il est passé de l'autre côté. Voilà, égale pi. Donc. Oui. Donc il y a une discontinuité sur phi. Ce n'est pas un problème. On va faire... Ce qu'on peut faire, c'est de calculer, enfin, regarder ce qui se passe sur la moitié, et après, c'est exactement le symétrique. Comme ça, on évite la discontinuité. Enfin, elle ne pose pas de problème en soi. Hein. Oui. Non, mais θ, c'est toujours de 0 à pi. Non, mais je veux dire, si on trouve, si au début on trouve une opération qui diminue, c'est normalement si on prend la valeur absolue, quand ça passera au-delà, on prendra la valeur positive. Non, mais θ est positif. Donc θ va décroître. On démarre à pi sur 2, ça décroît jusqu'à 0, et ça recroît jusqu'à pi sur 2, de l'autre côté. Alors, j'ose pas dessiner comme ça tant qu'on ne l'a pas fait. On va voir ce que ça donne. Alors, allons-y, je peux effacer ça. Phi égale, on a dit, j'ai passé V0 sur RT. Voilà. Alors, M2 maintenant, donc toujours évidemment R égale grand R. On a donc, on aura un phi. Enfin, oui, je vais faire sur la moitié du chemin, d'accord? Donc, on a phi égale 0, puis après phi basculer à pi, mais qu'à cela tienne. Et alors, θ décroît comment? Ben, de la même façon
pendant dt, m parcourt ici une distance v0 dt par définition de sa vitesse, mais cette distance-là, manifestement, c'est r dθ. En fait, c'est moins r dθ vu que dθ varie ici. Donc on a v0 dt qui vaut moins r dθ. Autrement dit, sachant que tout est constant là, enfin r et v0, on a θ qui vaut moins v0, enfin, on a dθ qui vaut moins v0 sur r dt. Et si on intègre ça, ça fait θ moins le θ de départ qui se trouvait de pi sur 2, qui vaut moins v0t sur r. Et par conséquent, θ, c'est pi sur 2 moins v0t sur r. Oui, on a dit qu'on traitait que la première moitié. L'autre est symétrique. D'accord ? D'ailleurs, on peut vérifier tout de suite combien de temps il met à rejoindre le pôle Nord, c'est-à-dire au bout de quel t, θ vaut 0, au bout de donc θ, je devrais l'appeler θ2 d'ailleurs, et ça c'est θ1. θ2 égale 0 quand ça égale 0, c'est-à-dire quand t égale 2r, non, pi r sur 2v0. Je termine ça. Est-ce que c'est bon ça? Oui, parce que v0t, ça va être la distance parcourue, et c'est bien r pi sur 2, hein, c'est un quart de cercle qu'il fait. Donc le cercle complet, c'est 2 pi r, et il fait un quart, donc un quart de 2 pi r, c'est pi r sur 2, donc c'est bon. Oui? Le moins, il apparaît parce qu'on va dans le sens inverse. Oui. Oui, parce que dθ ici est négatif. Quand on se déplace par là, dθ est négatif. En fait, pour moi, dθ peut être positif ou négatif. Le moins, il apparaît quand on intègre. Ce moins-là apparaît quand on intègre. Mais celui-là... C'est-à-dire, en fait, pour une même vitesse de déplacement le long de ce cercle, vous pouvez soit aller par là, soit aller par là. Dans un cas, dθ est positif, dans un cas, dθ est négatif. Vous n'y pouvez rien. Pour une même vitesse absolue. Enfin, norme de vitesse V0. Non? Non, mais il y a quelque chose qui vous gêne. Je sens. En fait, moi, j'aurais fait intervenir le moins dans l'intégration. J'aurais dit que c'était, je sais pas moi, v0t sur r, allant du point D jusqu'au point N. Et que comme ça, comme le sens d'intégration est inverse au sens de variation de θ, j'aurais dit Vous auriez fait ça. Mais de où à où, là? De pi sur 2? C'est ça? du point D au point N. Donc c'est ça. Du point D, du θ du point D à θ du point courant. Ouais, mais j'aurais mis du coup un moins une θ, puisqu'on va dans le sens inverse des... Un moins ici? Bah, un moins, mais en fait le moins c'est le vecteur... Bon, je vous l'écris puis je vous montre. Ou vous voulez... Non, je vous l'écris. Ah, bon, d'accord. Ah, vous auriez mis un uθ comme ça? Mais du coup un moins une θ, puisqu'on va dans le sens inverse des θ. Oui, mais là, vous mettez quel vecteur, là? Et donc, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est que je l'ai déjà projeté. C'est-à-dire, je me suis intéressé juste à la composante linéaire. Peu importe si je projette sur ce vecteur ou sur ce vecteur, ce qui compte, c'est qu'ils ont des signes différents. D'accord. Donc, de là à là, des θ. Enfin bon, mais d'accord. OK, donc on a bien vérifié qu'on avait fait le quart de tour au bon moment. OK, donc voilà les deux points. Je vais effacer, tout ça est un peu sale.
Donc, maintenant, alors ça, c'est voilà la trajectoire des deux avions en coordonnées sphériques. La question maintenant, c'est quelle est la distance entre eux? Et là, vous voyez tout de suite que la distance entre deux points en coordonnées sphériques, si je vous donne un certain θ, un certain φ, donc on va représenter les méridiens et les parallèles sur la Terre, entre ce point-là et ce point-là, quelle est la distance? Alors après, la question c'est, vous voulez quelle distance? La distance 3D ou la distance le long du... Ouais, le long de la Terre. Qu'est-ce qui était demandé? Enfin, on peut choisir, hein, mais... La distance, les deux, il y a 3D, puis après 2D. 3D puis 2D. Bon, alors 3D. Comment? Parce que 3D, c'est facile. Alors, c'est pas facile en sphérique, parce que, effectivement, si je vous donne un θ, un φ, enfin, un θ1, φ1, θ2, φ2, comment on fait? Alors, on sait calculer les distances facilement en coordonnées cartésiennes. C'est le théorème de Pythagore. D'accord? C'est racine de somme des carrés des différences des coordonnées. Donc, en fait, on va faire ça. On va convertir ça en coordonnées cartésiennes, et puis on fera le théorème de Pythagore. Donc, on a dit... Alors, je vais représenter juste pour qu'on voit mieux. Donc, je vais représenter le x, y, z. Θ, c'est donc cet angle-là, et phi, quand on projette sur l'équateur, c'est celui-là. Hein. Donc, le méridien de Greenwich, c'est celui-là, dans le dessin. Bon, on ne voit plus rien sur mon dessin, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment on passe de r, θ, phi à x, y, z? On l'a fait dans le cours, pas le dernier, le précédent. Vous vous rappelez, x, hein, il suffit de voir. On va faire z d'abord. Z, c'est r sin θ. D'accord? Et x, c'est r cos θ cos phi. Et y, c'est r cos θ sin phi. Ça va pour tout le monde ou vous voulez que je refasse un dessin plus clair? C'est bon? Pour Z, peu importe si c'est sin θ ou cos θ, c'est ça? Ah bah non. Donc, du coup, c'est cos. Ah, c'est cos θ. Ah, oui, oui, non, mais bien sûr. Oui, oui, oh là là. Bien sûr, c'est cos θ, oui, 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 oui. Excusez-moi. C'est l'effet Arduino, ça. C'est trop tôt. Donc, oui, bien sûr, c'est sin θ. Voilà. Donc, enfin, c'est cos θ et la sin θ. Donc, par conséquent, on peut transformer ces coordonnées sphériques en coordonnées cartésiennes. Donc, on a x1, je vais mettre x1 égale, donc r sin, alors θ1, c'est toujours pi sur 2. Sin de pi sur 2, c'est 1, donc ça, c'est facile. Donc, j'ai juste cos de ce truc-là. Donc, cos de phi1, c'est-à-dire v0t sur r. Voilà x1. y1, c'est donc pareil, r sin de v0t sur r. Et z1, eh bien z1 c'est 0. On reste sur l'équateur. En prenant l'origine des z évidemment au centre de la sphère. Hein, voilà. Enfin, de façon compatible avec la définition des axes, hein, on n'a pas le choix. Ok, donc là il y a le point M1 en cartésienne, le point M2 maintenant. Alors x2 égale, eh bien, r sinus de ce θ-là. Alors sinus de pi sur 2 moins un truc, c'est cos du truc. Yes? On va faire ça comme ça. Sinus de pi sur 2 moins ça, c'est-à-dire de cet angle-là, c'est bien le cos de l'angle. D'accord? Donc, cos de V0t sur R fois cos phi, mais phi vaut 0, donc cos phi vaut 1. Très bien.
Y2 égale R, pareil, cos V0t sur R. Ah non, mais sin phi égale 0, oui, bah évidemment, quelle surprise. Quand on se balade dans le plan, dans le plan du méridien de Greenwich, là, donc Y2 égale 0, tout du long. Et Z2 égale donc R cosinus de pi sur 2 moins truc, et cosinus de pi sur 2 moins truc, c'est sinus du truc. Donc R sin V0t sur R. Cos de pi sur 2. Non, pourquoi? Pourquoi? Hormis le fait que Z est effectivement positif, c'est sûr. Pourquoi voudriez-vous que ce soit... Cos de pi sur 2, on veut cos de pi sur 2 moins un truc. Donc c'est... Ah! Non, ça fait... Oui, ça fait sinus du truc. Oui, c'est ça. J'ai dit une bêtise ou... Non, ça va. Si ça c'est θ, cos de pi sur 2 moins θ, c'est sinus de θ. OK. Bon, donc la distance entre les deux, maintenant c'est trivial. Hein. M1, M2 au carré. Je note comme ça la distance au carré. Et bien c'est ça moins ça au carré, plus ça moins ça au carré, plus ça moins ça au carré. Donc, alors ça moins ça au carré, ça fait 0. OK. Plus ça moins ça au carré, donc ça fait R2 sin carré de V0t sur R. Plus ça moins ça au carré, c'est-à-dire à nouveau R2 sin carré, machin, donc ça fait ça. D'accord? Donc la distance augmente comme le sinus, comme le sinus, si je prends la racine de ça. Donc j'ai M1, M2 qui vaut racine de 2R sinus. Voilà, donc ça c'est la réponse. Alors ça c'est sur le quart de cercle, et puis dans le quart de cercle suivant, évidemment c'est... ça redécroît symétriquement. Si je représente M1, M2 en fonction du temps. Donc ça commence comme ça. Enfin, c'est comme un sinus. Et puis, en fait, c'est la continuation du sinus, en vrai. Puisque le sinus est symétrique par rapport à son axe, donc on peut l'étendre. Donc là, tel qu'on l'a fait sur le quart de cercle, c'est de t égale 0 à t égale, donc le quart de période, celui qui était écrit là et qu'on a effacé, qui était donc pi sur 2r, pardon, pi r sur 2 v0. D'accord ? Et cette hauteur-là, c'est racine de 2r. C'est toujours bon de vérifier. Lorsqu'on a fait effectivement le quart de cercle, il y en a, par rapport à notre dessin initial, là, il y a l'avion qui a fait ça, l'autre qui a fait ça. Donc, au bout de la moitié du temps avant qu'ils se rejoignent, il y en a un qui est exactement à ce point-là, et l'autre qui est exactement à ce point-là. Effectivement, la distance 3D entre les deux, c'est racine de 2 fois le rayon de la Terre. OK ? Ça, c'est un triangle où là, il y a R, là, il y a R, et donc là, il y a bien racine de 2R. Yes ?
Donc on vérifie que, enfin voilà, c'est bien ça. Donc ça commence à croître linéairement. Pourquoi ça croît linéairement? Tout simplement parce que quand t est petit, quand on ne s'est pas beaucoup déplacé, la Terre, elle est quasiment plate. Donc au début, c'est comme si on était dans un plan et pas dans une sphère, et qu'il y en a un qui part par là, l'autre qui part par là. Eh bien, leur distance croît linéairement. D'accord? Donc, tous ces comportements sont tout à fait conformes à ce qu'on attendait. Bon, les calculs ne sont pas compliqués, on ne voit pas bien comment se serait trompé, mais enfin, c'est bien de vérifier, il se passe ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on atteint le maximum à l'instant où on s'attendait à trouver le maximum. Ça croît linéairement au début, comme il le faut. Vous savez que le sinus, sinus de x, le développement limité de sinus de x en 0, c'est x, hein, donc c'est bien linéaire, enfin tout va bien, quoi. On arrive au maximum quand il faut, puis on redécroît. Donc, voilà. Donc en fait, ça qu'on a établi de t égale 0 à t égale pi r sur 2v0, on peut en fait l'étendre, ça c'est vrai, de t égale 0 à t égale 2 fois ça, c'est-à-dire pi r sur v0, jusqu'à ce qu'ils se rejoignent de l'autre côté. OK. Donc ça, c'était la partie facile, je présume. Alors la partie peut-être un petit peu plus délicate maintenant, c'est comment on va calculer leur distance le long de la sphère. Alors d'abord, quelle est la distance la plus courte entre deux points sur une sphère? L'arc de cercle, celui-là? Celui-là? Enfin, je veux dire, il y a plein de cercles qui relient deux points. Comme dans un plan, entre là et là, il y a plein de cercles. Il y a cet arc de cercle-là, il y a celui-là, enfin bref, d'accord. Ouais, comment vous le caractériseriez? Oui, voilà. Donc la ligne droite, c'est-à-dire la géodésique sur une sphère, c'est ce qu'on appelle un grand cercle, c'est-à-dire c'est effectivement un cercle de rayon maximal, de rayon grand R. Donc vous prenez un plan équatorial qui contient les deux points. Donc c'est le plan défini par les deux points que vous voulez relier et le centre de la Terre. Ça, c'est important de le réaliser. Donc, vous prenez deux points. Donc, il y a le centre de la Terre. Un des points, je peux le représenter là, ça dépend, d'accord. Enfin, je peux toujours tourner la Terre pour que ce soit le cas. Et l'autre, il est quelque part là. Eh bien, il y a un plan qui contient ces trois points. Et ce plan, évidemment, est un plan équatorial puisqu'il passe par le centre. Donc, vous coupez la Terre par le plan équatorial. Enfin, équateur, c'est pas le bon terme. Le plan diamétral, on peut dire ça, peut-être. Le plan qui passe par le centre de la Terre et qui contient les deux points. Il y en a un et un seul, il n'y a aucune ambiguïté. Et l'intersection de ce plan avec la Terre, la surface de la Terre, dessine un cercle, parce que n'importe quel plan qui coupe la Terre, ça fait un cercle. Ça fait un cercle qui a pour rayon le rayon de la Terre, puisqu'il y a le centre de la Terre dedans. Et ça, c'est le chemin le plus court. Et c'est aussi la ligne la plus droite, en un sens qu'il faudrait définir, mais qui se définit proprement, pour relier les deux points le long de la Terre. Donc c'est la route qu'empruntent effectivement les avions. Hein. Quand vous faites Paris-Tokyo, vous ne suivez pas le parallèle entre Paris et Tokyo. Si Paris est là et Tokyo est là, vous ne faites pas ça. C'est pas bon, ça. Ça, c'est beaucoup mieux. Alors, comment on va déterminer ce chemin-là?
Alors, je peux imaginer une façon difficile, laborieuse, pas difficile, mais laborieuse, et je peux imaginer une un peu plus astucieuse. Allez-y. Vous avez pas dit la dernière fois que la définition de langue, c'était un rapport entre l'arc et justement Et le rayon. et l'arc. Non, entre l'arc et le rayon. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a retrouvé quand on a écrit là pour trouver ça, dl égale r dθ, enfin ou des phi, enfin des l'angle en question. Effectivement, c'est ça. C'est l'angle dθ, c'est dl sur le rayon. Oui. Du coup, on a déjà calculé dl. Enfin, on a déjà calculé la distance entre les deux. Ah, Enfin, on a calculé la distance en direct, non? oui. Là, on a l'arc justement. Oh, on a la corde et pas l'arc. Ouais. Ce qu'on a là, c'est la corde. Ouais. Et à partir de la corde et de l'angle, on ne peut pas retrouver l'arc avec la coordonnée. Si, mais est-ce que vous avez l'angle? Parce qu'en fait, si vous avez l'angle, ça y est, c'est gagné. Vous êtes en train d'aller sur la solution, à mon avis, la plus simple et la plus élégante. Si vous avez l'angle entre... Alors l'angle entre donc O, M1 et M2, je les prends n'importe où sur la sphère. Il y a un vecteur au M1, il y a un vecteur au M2. Si vous avez l'angle entre ces deux vecteurs, alors je ne vais pas l'appeler θ, je vais l'appeler alpha. Si vous avez cet angle-là, ben ça y est, c'est gagné. La distance le long de la sphère, ben c'est r fois alpha. Ouais. Si je vous donne deux vecteurs de même longueur, et que je les... donc deux vecteurs de même longueur, c'est-à-dire qu'ils sont sur un même cercle, que je vous donne cet angle-là, là, du coup, cette distance-là, vous la connaissez, c'est r fois... C'est la longueur des vecteurs fois θ, par définition de θ. Ouais. Non? Du coup, avec la corde, on va pouvoir trouver l'angle, non? Ah, d'accord, donc, ok, donc on est d'accord que si on a l'angle, ça y est, c'est fini, on multiplie par r et on a la distance, le long du... Donc il faut trouver l'angle. Donc vous vous dites, on connaît l'arc. On connaît, on sait que c'est un triangle isocèle avec R de côté. Ouais. Je sais pas, peut-être avec le théorème de Al-Kashi ou quelque chose comme ça, on peut s'en sortir. Je ne connais pas ce théorème, mais je suis sûr qu'on va le retrouver. Le théorème du 3 sinus. Ah oui, oui, d'accord. Oui, oui. Alors faisons ça. Et puis après, on verra si on peut faire autrement. Mais c'est sans doute en fait le plus simple, effectivement, d'utiliser la trigonométrie élémentaire. Donc, on a cette distance-là, on a celle-là, on sait que c'est la même ici, et on cherche l'angle là, oui. Alors, moi j'aurais dit, on ne pourrait pas faire ça là? Enfin, pour rester sur la trigonométrie élémentaire. Après, je vous proposerai autre chose. Si on fait ça... On a la moitié ici. Là, du coup, on a un triangle rectangle. Et donc, enfin, ça va être trivial, quoi. R fois le sinus de ça, c'est ça. Donc, c'est la moitié de ce qu'on avait là. Et donc, c'est arc sinus de R fois machin. Enfin, d'accord? On fait comme ça? Ou alors, on dit carrément... Oui, non. Oui, on fait... Oui? Est-ce que vous rappelez comment est-ce qu'on a la distance La droite. la droite là? De là à là? Oui. Ah ben, c'est ça. C'est celle qu'on vient de calculer. C'est la vraie distance 3D en ligne droite en coupant la Terre, quoi. D'accord? Donc ça, on vient de le calculer. C'est vrai que c'est... Enfin, voilà, servons-nous-en. Donc, je vais l'écrire. Je vais peut-être laisser ça au cas où. On peut virer ça. Pardon? Alors, justement, on cherche θ. Mais ce qu'on va dire, c'est que... si on coupe là ce triangle isocèle en deux, on a un triangle rectangle avec ici θ sur 2, ici M1, M2 sur 2, et ici R. Ah oui, j'ai une autre chose que je n'ai pas compris. Oui. La distance M1, M2, c'est pas la
Ah non, justement. La distance M1, M2, c'était la distance 3D qu'on a calculée avec le théorème de Pythagore, là, racine de x, machin. Donc c'est vraiment la droite qui les relie, la distance la plus courte à 3D. Donc on a la corde et on cherche l'arc, mais on connaît le rayon et on sait que c'est isocèle, etc. Donc voilà. Alors on va juste écrire la relation trigonométrique au sein de ce triangle. On a sinus de θ sur 2. Ah oui, oui, merci. C'est pas du tout le même θ. Merci. Sinus de alpha sur 2 qui vaut R. Pardon. Oui. Ah. Bon, on a R sinus de alpha sur 2 qui vaut M1, M2 sur 2, c'est-à-dire R sur racine de 2. Je vais l'écrire en deux temps pour, si vous prenez des notes, que ce soit clair. Donc, M1, M2 sur 2. Voilà. C'est-à-dire R sur racine de 2 sinus de V0t sur R. Donc ça, c'est la relation trigonométrique de base dans un triangle rectangle. Et on cherche alpha. Alors, on voit que les R s'en vont, on est content, parce que l'angle ne dépend pas de la taille de la Terre. Si vous faites une Terre 2 fois plus grande, l'angle sera le même. La distance sera R fois plus grande, mais ouais, enfin, proportionnelle au rayon. OK. Donc, on a finalement... Alors, est-ce qu'on cherche? Ce qu'on cherche, c'est R. C'est R alpha. Donc, la distance le long de la Terre, je l'appelle D, c'est R alpha avec alpha qui vérifie ça. Alors, ouais. Bah, voilà, quoi. Alors là, il va peut-être falloir encore faire un peu de trigonométrie. C'est donc R fois arc sinus de 1 sur racine de 2 sinus V0t sur R fois 2. Puisque le arc sinus, c'est alpha sur 2, donc alpha, c'est 2 fois ça. Il est là. C'est le rayon, ouais. Non, parce que là, il se simplifie ces deux-là. D'accord. Donc alpha sur 2, c'est arc sinus du machin. Et donc la distance, c'est 2R fois arc sinus du truc. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Je ne pense pas qu'il y ait une relation qui donne l'arc sinus d'un angle sur racine de 2. Enfin, ou même d'un sinus sur racine de 2. Peut-être que si, on va... Non, je pense... Ouais, non, c'est pareil. Alors... Je vais quand même vous donner une autre idée pour calculer alpha. Donc là, c'est très bien. Vous avez exploité le fait qu'effectivement, on avait deux rayons de même dimension. Donc c'était très facile de voir trigonométriquement là comment trouver l'angle connaissant cette distance-là. Et enfin voilà, c'est un triangle isocèle. Bref, c'était assez évident. De manière plus générale, si je vous donne deux vecteurs quelconque, pas forcément de même taille du coup, enfin de même norme, comment calculer leur angle, l'angle entre les deux? Ça c'est important parce que c'est des choses que vous pouvez avoir besoin de faire. Je vous donne A et B dans un espace à 3D. A, B.
Quel est l'angle entre les deux? Enfin, comment trouver l'angle entre les deux? Ça dépend des vecteurs. Ok. On obtient A moins B. Ouais. Ouais. Et après? Donc vous avez ça, ça, ça. Et vous cherchez cet angle-là. Hein. Ouais. Alpha, si l'angle entre A et B c'est alpha, alors alpha égale arc tangente de... Non, parce que c'est pas forcément ici un angle droit. Hein. Non, mais j'aime bien ce que vous avez dit. Mais laissons voir. Ouais, dites. C'est pas grave parce que si entre A et B, on peut... Ah oui, non, il y a une histoire de... Par contre, vous avez dit quelque chose de... On fait le produit scalaire entre A et B. Eh oui. Donc, si je vous donne A égale A1, A2, A3, B égale B1, B2, B3, deux vecteurs, quel est l'angle entre les deux? C'est un truc que vous devriez savoir faire. Eh bien, effectivement, une façon de faire, une façon universelle, c'est-à-dire ça marchera toujours. Après, il peut y avoir plus astucieux, comme dans ce cas-là, parce qu'on court-circuite le truc en voyant géométriquement des propriétés spécifiques. Ce n'est pas n'importe quel vecteur, c'est deux qui ont la même taille, etc. Enfin, la même norme. Mais une façon générique de le faire, c'est de dire A scalaire B, ça, c'est norme de A, fois norme de B, fois le cosinus de l'angle. Justement. D'accord? Donc vous faites le produit, si vous avez, donc le produit scalaire c'est A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3, divisé par racine de A1 carré plus A2 carré plus A3 carré, et redivisé par racine de B1 carré, arc cosinus de ça, c'est l'angle. Ou bien vous avez directement le cosinus. En général, c'est... Enfin, bon, non, rien. Ok. Une autre façon, suivant les vecteurs, suivant ce qui est plus facile à calculer, vous pouvez aussi calculer le produit vectoriel, en fait. Parce que le produit vectoriel de A et de B, c'est un vecteur orthogonal à A et à B, orienté dans la direction de la règle des trois doigts, etc. Mais en norme, ça donne quoi? La norme du vecteur A vectoriel B, c'est la norme de A fois la norme de B fois le sinus de l'angle. Donc en général, vous avez besoin d'un angle pour avoir son sinus ou son cosinus. Si c'est le cas, là c'est une exception, on a juste besoin de l'angle pour multiplier par R. Donc vous pouvez prendre soit le cosinus et vous prenez l'arc cosinus, soit le sinus et vous prenez l'arc sinus. Mais sinon, si vous avez directement besoin du sinus, eh bien, vous prenez ça. Ou si vous avez besoin du cos, vous prenez ça et vous l'avez directement. Parce que calculer des normes, on sait le faire, bien sûr. Oui. Comment on calcule le produit scalaire avec les coordonnées? Ah ben le produit scalaire, c'est A1, B1, plus A2, B2, plus A3, B3. Ah oui, ça, il faut vous souvenir de ça. Ah oui. Et le produit vectoriel non plus, alors du coup? Alors, ok, on va le faire proprement. Donc c'est bon, on considère qu'on a répondu. Il y a que si on pouvait simplifier ça, ce serait sympathique, mais je pense pas. Quoique... On doit pouvoir... J'ai l'intuition géométrique qu'il y a mieux à faire. Oui, mais c'est pas arcsinus de sinus, c'est arcsinus de sinus sur racine de 2. Et là... Non, mais ça, du coup, oui, d'accord, mais du coup, on n'aurait pas... là, ça ferait du coup V0 T fois R fois arcsinus de 1 sur racine de 2. J'ai pas compris. Est-ce qu'on ne pourrait pas sortir le V0 T sur R? Pas le 1 sur racine de 2. Ah ben non, parce que vous avez l'arc sinus d'un angle,
Et l'arc sinus de 1 sur racine de 2 fois quelque chose, c'est pas 1 sur racine de 2 fois l'arc sinus de la chose. D'accord? C'est pas... Oui? En trigo, on a des formules pour transformer une somme en produit ou un produit en somme. Donc avec les sinus et avec les cosinus. Du coup, je me dis, mais peut-être que je me trompe, qu'on va pouvoir... Non, parce que c'est que... Ce genre de formule avec les arcs sinus. Non, parce que justement, c'est que des sommes, c'est pas des produits. Parce que c'est pas linéaire. C'est-à-dire, vous avez des formules sinus de A plus B. Vous n'avez pas une formule qui vous donne sinus de AB ou arc sinus de AB. Ça marche avec 2A. Ah, bah parce que c'est A plus A, oui. Non, oui. Non. Bien essayé. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc les coordonnées de A vectoriel B. Donc, A1, A2, A3. Ça, on va l'utiliser abondamment. Ah oui, j'ai mis un produit vectoriel avec une croix. Je crois que vous préférez ça. Hein. Le wedge product. Alors, comment on obtient ça? Les coordonnées de ça. Donc, pour la première composante, vous barrez la première ligne. Et vous faites... Donc, c'est A2, B3, moins A3, B2. Et après, c'est des combinaisons linéaires. Des permutations circulaires, pardon. Donc, ou alors, vous barrez la deuxième ligne et vous faites ça, mais attention avec un signe moins. Un coup sur deux, c'est un signe moins. Donc, vous barrez ça, ça ferait A1, B3 moins A3, B1, mais c'est l'opposé. Donc, c'est en fait A3, B1 moins A1, B3. Que vous pouvez retrouver en faisant simplement des permutations circulaires. Le 2 devient 3, le 3 devient 1, le 1 devient 2. D'accord? Donc ça fait bien A3, B1 moins A1, B3. On retrouve ce que je venais de dire avant, bien sûr. Et là, pareil, soit vous refaites une permutation, vous continuez la permutation circulaire, le A3 devient A1, le B1 devient B2, le A1 vient A2 et le B3 devient B1, et vous pouvez voir que c'est pareil que si vous barrez la ligne 3, puisque c'est la troisième composante, et vous faites ça. A1, B2, moins A2, B1. Bon, comme vous voulez. Oui? On réécrit les deux premières lignes, ça évite de trop s'embrouiller. Oui, ou alors effectivement, vous faites la permutation circulaire, vous la faites ici, quoi. Et donc la deuxième ligne, c'est ça. Ça revient au même. Bon, enfin, comme vous le sentez. Bref. Donc voilà, ça c'est le produit vectoriel, c'est le produit scalaire. Alors, on a, en l'occurrence, on pourrait le faire, on va évidemment retrouver la même chose qu'ici. On pourrait le faire d'autant plus facilement qu'il y a des zéros là-dedans, donc ce produit-là, il est facile en fait. Pareil pour le produit scalaire. Ça, scalaire, ça, faisons-le pour le plaisir. Ça, scalaire, donc ça, scalaire, ça, c'est donc x1, x2, plus 0, plus 0. D'accord? Et x1, x2, ça fait quoi? Alors j'y vais. Donc le produit scalaire, on a dit M1, M2, c'est égal à donc R2, eh bien cos carré, V0t sur R. On ne s'est pas trompé, c'est le même X. Ah oui, ah oui, c'est rigolo. Ah bah oui. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, c'est marrant ça. Ils ont la même projection. Oh, mais ça s'exploite, ça. Ah, mais oui. Ah, c'est joli, ça. Bah oui. Parce que sur la sphère, en fait, donc je fais la sphère comme ça. Il y en a un qui fait ça et l'autre qui fait ça, on est d'accord. Mais à chaque moment, en fait, ils sont dans le même plan qui coupe la Terre et qui balaye la Terre comme ça, là. Un plan perpendiculaire à... D'accord? Mais ça s'exploite, ça. Du coup, parce que leur distance... Ah non, parce que c'est pas un grand cercle. Non, ok. Pardon, ça c'est... Oui, donc ça c'est... Pardon, ça c'est OM1, excusez-moi, c'est OM1 scalaire OM2, ça on a dit. Et
Ça, c'est R2 fois cos de l'angle. Fois cos de l'angle entre les deux. Alors on trouve R2 bien évidemment. Donc le cos de l'angle, c'est le cos carré de ce truc. Alors là, il y a peut-être un truc à faire. Mais oui! Non. Non, non. Non, parce que cos carré... Non, ben on retrouve pareil. Hein, puisque cos alpha, c'est cos carré de alpha sur 2 moins sin carré de alpha sur 2. Mais on va se retrouver avec le même genre de truc. Hein, Bon, enfin, voilà. Donc, alpha, c'est arc cos de cos carré du truc. Ou alors, arc sin de 1 sur 1 sin de 2. Bon, enfin, bon, c'est bon, on va pas... J'ai une espèce d'intuition qu'il y a peut-être moyen de simplifier ça, mais si je réfléchis maintenant, on va perdre du temps, et je ne suis pas sûr de trouver, et si ça se trouve, il n'y a pas de solution. Donc je réfléchirai ce soir, et on verra demain. Mais bon, je pense pas. En tout cas, voilà. OK, donc ça répond à la question. Autre chose là-dessus? Non, c'est bon? Alors, en fait, moi j'avais prévu de faire des exos aussi. Est-ce que vous en avez d'autres là que vous souhaiteriez? Bon, en fait, je vais vous dire ce que je voulais faire. Je voulais faire un skewer, un skewer sur un tire-fesse, un truc un peu standard, d'accord? Donc avec des skis là, une perche, un truc qui tire là, une perche qui tire là, voilà. Avec un petit coefficient de frottement là, ici un ressort dans la perche, en fonction de la masse du bonhomme, de la pente ici, du bonhomme ou de la demoiselle, de la pente ici, calculer un peu tout, quoi. D'accord? Donc ça, c'est un des trucs, à mon avis, c'est sympa de faire. Je m'étais dit aussi, tant qu'on est dans le ski, parce que je crois que vous aimez bien le ski, hein, vous êtes parti sans moi l'année dernière, hein, j'ai noté, hein. Non, je l'ai noté quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais pendant que vous étiez à votre semaine de ski l'an dernier, vous avez, je pense, réfléchi à toutes ces questions. Oui, d'ailleurs, une question là que je... Bon, on verra après. OK, une autre question. Un jour, je me suis posé cette question. Vous avez une pente, toujours un skieur, ou une skieuse, on est d'accord? Tout droit, Audrey, voilà, tout droit. Alors, pas tout droit. Tout chose, ah bon? Oh. Et donc, calculer donc, un coefficient de frottement aussi. On oublie la résistance de l'air parce que c'est compliqué. Bon, comme ça. Calculer la vitesse en fonction du temps, par exemple, etc. Et puis après, mettons qu'il y a une bosse. Donc ça fait... Question. Est-ce que... Donc, mettons qu'il y en a deux en parallèle. Un qui prend une bosse et l'autre qui continue tout droit. Lequel arrive en premier à l'endroit où l'autre va... D'abord, où l'autre tombe, où celui qui a sauté retombe. Et quand celui qui a sauté retombe, là où il retombe, l'autre, il est en arrière, en avant ou au même endroit? Ça, oui. On n'a pas? Alors justement, donc l'idée c'est ça, c'est que là, la trajectoire est plus longue, bien sûr, donc on pourrait se dire, lui il va tout droit, il va plus vite, oui, mais pendant qu'on est en l'air, on n'a pas les frottements. Donc qu'est-ce qui vaut mieux? Probablement que si les frottements sont colossaux,
vaut peut-être mieux sauter, au moins on fait plus de chemin, mais on ne se traîne pas. En même temps, on fait quand même plus de chemin, donc il faut voir. Donc, question, en fonction des données du problème, lequel arrive en premier? Exercice sympa. Disons, on sent que ça va mettre en œuvre plusieurs choses. Une trajectoire parabolique, trouver l'intersection avec la pente, voir à quel moment ça retombe. Enfin bon, voilà, il y a des choses à faire. Donc je pensais qu'on pouvait faire ça. Frottement de l'air et frottement... Voilà, on pourrait aussi rajouter les frottements fluides. Mais le problème, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais juste la trajectoire parabolique, c'est-à-dire je lance une pierre, je calcule sa trajectoire. Si vous ne mettez pas les frottements, ça fait une parabole, on connaît bien. Si vous mettez les frottements, bah, on ne peut pas le résoudre analytiquement. Donc c'est un peu... Donc oublions les frottements. OK. Et puis j'avais pensé aussi faire un bête ressort. Mais peut-être on peut... Quelle heure est-il? On fait ça? On commence peut-être par celui-là ou par celui-là? Celui-là d'abord? Celui du bas? Ah, vous êtes curieux, hein, vous voulez savoir si c'est mieux. Mais effectivement, des fois, en fait, quand on les voit faire des descentes, les skieurs professionnels, en fait, il y a toujours des bosses. Des fois, ils sautent et des fois, eux, ils font un petit saut avant pour pouvoir retomber derrière. Ouais. Donc, mais ça dépend des coefficients de frottement. En tout cas, probablement, on va le voir. OK? Allez, go. Alors, on va commencer par le skieur qui n'a pas de bosse. On est juste donc un coefficient de frottement, une pente constante, bien sûr. On va l'appeler alpha, θ, phi, comme vous voulez. Allez, alpha. C'est moi qui choisis. Une masse m. Donc, il y a l'accélération de la pesanteur G. On est dans un référentiel supposé galiléen, etc. Donc, on néglige l'air, la poussée d'Archimède, a fortiori, toute la résistance. Donc, il y a juste le poids et puis les forces de frottement entre les skis et la piste. Donc j'appelle eta le coefficient de frottement. On peut dire qu'on démarre avec une vitesse nulle, à une certaine hauteur. Et puis on va écrire l'équation en tout cas la vitesse en fonction du temps. OK, alors, allons-y. Donc, je vais représenter... En fait, on l'a déjà fait hier, ou je ne sais plus, la dernière fois, cet exo, là, c'était la brique le long de la pente, c'est la même. Hein. Donc, enfin, oui, si, on l'avait fait, oui. Donc, mg comme ça, et puis, la force de frottement essaye que ça ne glisse pas, mais ça glisse, enfin, si l'angle est suffisant, une force de frottement suffisamment faible, on a déjà fait ça, je ne le refais pas. Donc, s'il n'y avait pas de frottement, enfin, bon, en tout cas, il va par là, donc le frottement s'oppose au mouvement, et donc, voilà RT. Voilà, je n'ai pas la peine de commenter plus, on l'a déjà fait. Donc, on va écrire, par exemple, sur cet axe-là, la relation fondamentale de la dynamique, m grand x de point, j'appelle grand x l'axe comme ça, allant vers le bas, mx de point égale... Alors, la projection, évidemment, oui, pardon, j'ai oublié Rn, hein, ça va de soi, qui fait en sorte que le skieur ne rentre pas dans la piste. Et qui va compenser donc la partie mg qui se projette sur cet axe-là. Donc, juste, je me mets sur cet axe x. Donc, on a la composante du poids qui est mg. Alors, si alpha est là, alpha est là. Et donc, non. Ben non, c'est le cos. Non, c'est le cos. Alpha est celui-là, hein, donc c'est le cos. Hein. Donc ça fait mg cos. Et puis moins, donc, moins RT. Et que vaut RT? Alors, donc oui, c'est ce qu'on a vu l'autre fois. En fait, si, il va falloir projeter là-dessus pour se rendre compte de ce que vaut RT, parce que RT va valoir eta Rn, par définition, de eta. Donc, il faut quand même connaître Rn, et pour connaître Rn, il faut voir que Rn vient
Hein? Ah oui? Attendez, cet angle-là, ah oui, il se retrouve là. Ah oui, il se retrouve là. Oui, bien sûr, bien sûr. Je l'avais mis là, c'est là. Donc c'est sinus, merci, excusez-moi. Nouveau, c'est l'effet Arduino du matin. C'est bon, j'ai une excuse. Et puis, donc, sur l'autre, on a Rn qui vaut mg cos, là, cette fois. Et donc, RT vaut état Rn par définition, puisque ça glisse. Et donc, on a finalement x de point qui vaut donc G sin alpha. Bon, je vais laisser mg sin alpha, donc moins. Non, si c'est ça, je peux vérifier. Bon, je le fais comme ça. Moins mg cos alpha, moins état mg cos alpha. Donc x de point qui vaut G sin alpha moins état cos alpha. Alors, je n'ai pas précisé que c'était le coefficient de frottement dynamique. Enfin, bon, je l'appelle état, c'est le coefficient de frottement qui se manifeste quand ça glisse, et c'est le cas. Voilà. Donc, on retrouve que, en fait, si jamais ça, c'était plus petit que 0, ou même égal à 0, en fait, ça ne glisserait pas. Donc, si l'angle est trop faible ou le coefficient de frottement trop grand, ça ne glisse pas, mais on suppose que ça glisse. Donc ça, c'est la dérivée de la vitesse. Donc la vitesse du skieur, ou de la skieuse, c'est V de t égale G sin alpha moins état cos alpha t. Et du coup, grand X de t, alors je vais l'appeler X1, le premier skieur, X1 de t égale, on démarre en X égale 0, vitesse initiale, donc effectivement 1/2 de G sin alpha moins état cos alpha T2. Donc voilà la position à chaque instant du skieur numéro 1. Maintenant, on va prendre la skieuse numéro 2, celle qui va prendre la bosse. Alors, on va la modéliser, la bosse. On va dire, parce que ça dépend avec quel angle on démarre. On va là, oui, je suis d'accord avec vous, on va la faire simple. On va dire que ça lui donne une vitesse horizontale comme ça. Juste histoire de simplifier les choses. D'accord ? Donc, on dit qu'on saute, enfin, voilà, le petit tremplin, il est horizontal. Et on dit qu'il est de taille nulle, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en compte en plus le temps qu'on perd sur le... D'accord. Donc, c'est juste de quoi changer la direction de la skieuse. D'un seul coup, ça transforme sa vitesse, alors sans la changer en norme. Donc, on suppose qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie ici. D'accord. Donc, le 1/2 de MV2 qu'aura la skieuse ici, c'est le même que sur le tremplin et c'est le même que juste à la sortie du tremplin. On pourrait prendre en compte le fait que il y a un moment dans le creux de la bosse, là, on va tasser un peu, on va sans doute comprimer un peu la neige, on va perdre de l'énergie, mais enfin, on va négliger tout ça, d'accord ? Oui, parce qu'il n'y a pas de frottement de l'air, donc c'est vrai. Oui, donc il faut dire à quel moment... Ah, non, peu importe, parce qu'ils vont arriver... Ah, oui, ben on verra. Alors, donc on va appeler V0 la vitesse atteinte au moment où il y a la bosse. Hein? Et puis, après, on verra où on la met, la bosse. Donc on va dire que donc, le saut, à l'instant T0, tel que cette vitesse-là, V de T0 égale V0. Peu importe. Et ce sera un paramètre du problème. On verra bien. OK. Donc, on est d'accord, jusqu'à la bosse, le skieur et la skieuse ont la même trajectoire, la même vitesse, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, alors... Ouais, ça aurait presque été bien d'appeler ça instant t égale 0, mais
Tant pis. Tant pis, ok, T0. Donc à partir de là, quelle est la trajectoire de la squeuse? On dit que le skieur ne saute pas et la squeuse saute. Voilà, alors c'est quoi la trajectoire? Bah, c'est simple. Une fois qu'on n'a plus la force de frottement, c'est-à-dire qu'on a décollé, voilà l'équation du mouvement. La même sans le RT. Donc à ce moment-là, on va dire qu'ils ont la même masse. D'accord? Parce qu'on veut pas, on veut comparer vraiment juste l'effet du saut. Est-ce qu'on a intérêt à sauter ou pas? Donc le même M. Donc je vais appeler x2 de point égale mg sin alpha. Non, oui. Non. Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah. Oui, la question c'est est-ce qu'on se met, pour résoudre la parabole, est-ce qu'on se met dans cet axe-là ou est-ce qu'on garde le même axe? Après tout, gardons le même axe. Hein? C'est pas habituel, mais tant mieux. Enfin, voilà. Rien ne nous empêche de projeter sur les axes qu'on veut. Alors, donc, on a bien, suivant cet axe-là, on n'a plus que le poids, donc c'est toujours le même mg sin alpha. Voilà. Par contre, maintenant, on a, suivant cet axe-là, que je vais appeler grand Y, on a m y2 de point, qui vaut quoi? Eh bien, il y a une force qui fait bouger suivant cet axe-là. C'est quoi? C'est la projection du poids sur le dit axe avec un signe moins. Donc, c'est moins mg, c'est cos alpha. D'accord? Donc, voilà l'équation du mouvement de la skieuse numéro 2. Yes? Sachant qu'ici, il y a une vitesse initiale. Et là aussi, il va falloir qu'on la... Enfin, c'est V0, on la connaît. Alors, avec un angle qui est ce qu'il est. Donc, déjà, on va intégrer ça une fois. Oui? On a dit qu'on sautait horizontalement, par convention. Donc, le V0, il a une composante suivant X et une composante suivant Y, en fait. Alors, intégrons ça une fois. Ça, c'est l'accélération. J'intègre une fois. Ça me fait m x2 point égale... Oui, on peut virer les m, c'est ça que vous dites. Faisons-le, c'est fait. Donc, x2 point, c'est l'intégrale de ça. Donc, g sin alpha t plus ce que ça valait en 0. Alors, qu'est-ce que ça valait en 0? Si on va à V0 par là, quelle est notre composante suivant x? Cet angle-là, c'est justement l'angle alpha. Donc, c'est V0 cos alpha. Plus V0 cos alpha. Et puis Y2, point, donc la vitesse suivant l'axe Y, eh bien, c'est... Alors, ce que ça valait au début, pareil, V0 sin alpha, moins G cos alpha t. Donc c'est normal, on avait une vitesse positive suivant Y à l'instant initial, et cette vitesse positive diminue, puis devient négative. D'accord? Puisque ça la ramène vers Y égale 0. Donc, en fait, à quel instant et où va retomber la skieuse qui a sauté? Eh bien, à quel instant? C'est à l'instant où Y2 va valoir 0. Donc, je vais réintégrer ça une fois. À l'instant où ça vaudra 0, elle aura retouché la piste, puisque l'équation de la piste, c'est Y égale 0. Et à ce moment-là, on saura quel est le X.
Alors, j'efface quoi? J'efface ça? Ou le dessin? Ok. Alors j'intègre une fois, bah, c'est facile, hein, donc on a x2 qui vaut... Alors x2, 0, donc ça va être l'endroit où se trouve le... Oui? Non, 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 parce qu'on a dit qu'on allait horizontalement, qu'on sautait horizontalement. Par contre, oui, juste pour simplifier, sinon ça va aussi dépendre. Ça, c'est sûr que si on saute vers le haut, là, c'est sûr que ça va jamais être bon. Probablement, le mieux, ce serait de sauter presque... Oui, c'est vrai qu'on pourrait le laisser libre et voir ce qu'il en est. Bon, faisons ça. Oui, enfin, voilà, c'est juste pour manipuler un peu les choses, hein, mais... Alors, donc, je vais appeler x0 l'endroit où il démarre. Ce sera le même pour l'autre, hein, bien sûr. Alors, x2 égale x0 plus v0 cos alpha t plus 1,5 de g sin alpha t2. Et y2 égale, alors y2 à l'instant du saut initial, enfin à l'instant t0. Excusez-moi, on a fait une bêtise. C'est t moins t0 là. Grave erreur. Grave erreur. On est d'accord, hein? C'est à partir du moment où elle saute, hein. On a intégré ça de t0 à t. Yes? Donc là aussi. C'est pour ça que ça aurait été bien de mettre t0 égale 0. Mais en fait, c'est bien, comme ça permet de voir qu'il faut faire attention aux bornes. Ce ne sera pas toujours 0 l'instant où se passe le début de ce qu'on cherche. Alors, y2 maintenant, donc j'intègre ça, pareil, de t0 à t. Donc, ça me fait v0 sin alpha facteur de t moins t0 moins 1,5 de g cos alpha t moins t0 carré. Hop. Yep. Donc, à quel instant la skieuse retombe sur la piste? À l'instant où y2 vaut 0. Je pourrais l'appeler delta t, ça, le t moins t0. Donc, la skieuse touche à nouveau la piste quand, donc ça c'est de t, y2 de t égale 0, c'est-à-dire à t moins t0 égale 2v0 sin alpha sur g sur g. C'est bien homogène, hein. Mètres par seconde moins 2, ça fait bien des secondes. Donc voilà, ça, là on vient de trouver la durée du saut. Le saut va durer une durée... Ah si, il y a un cos alpha, merci, cos alpha. Donc ça c'est tangente alpha. Merci. 2v0 sur g, tangente alpha. Ça c'est la durée du saut. Si alpha est plus grand, ça va durer plus longtemps, c'est normal, hein. Si le saut se fait comme ça, on prendra plus de temps à aller retomber sur la piste. Et si alpha était vertical, on la retombe,
On ne l'a jamais. Enfin, on revient. Parce que dès qu'on s'est décalé, ben, on ne reviendra plus, quoi. Donc ça va. Si alpha tend vers pi sur 2, ça tend vers l'infini, donc tout va bien. OK. C'est homogène. OK, bon, bah, ça c'est le temps. Alors maintenant, quelle distance on a parcouru? Où on se trouve? À quel x2 on se trouve à cet instant-là? Et on va comparer avec le x2 auquel on se trouvait sans avoir sauté. Puis on verra bien. On verra s'il y a des choses intelligentes à dire. Il est assez sympa mon dessin là, non? Je vais l'effacer du coup. 1 parce que j'ai honte et 2 parce que j'ai besoin de place. Et je ne voudrais pas effacer là-bas parce qu'on ne sait jamais. Alors, donc à cet instant-là, on a x2 égale égale x0 plus V0 cos alpha fois ça, c'est-à-dire 2V0 carré sur G sinus alpha. Hein, ça c'est sin sur cos, donc fois cos, il reste sin. V0 fois, voilà. Plus 1 demi. Alors ça c'est bien homogène. Hein, ça c'est des mètres carrés seconde moins 2 divisé par des mètres seconde moins 2, ça fait bien des mètres. Tout va bien. Plus 1 demi de G sin alpha fois ce truc-là au carré. Alors, ce truc-là au carré, donc ça va faire... Donc ça au carré, ça fait 4 V0 carré sur 2, donc 2 V0 carré, fois G sur G2, donc sur G. Donc on retrouve ce terme-là sympathique, là. C'est bien homogène, enfin c'est la même homogénéité. Et maintenant, on a donc ça au carré, c'est-à-dire sin carré sur cos carré, fois sin, donc sin cube sur cos carré. Alors on va mettre en facteur ça. Donc en fait, on a x2 moins x0, c'est-à-dire là, ça qu'on cherche, quelle est la distance parcourue le long de la pente, ça moins ça, qui vaut 2v0 carré sur g sin alpha. Quoi donc? Celui-là? Ah ben de là. Ben, je remplace t moins t0 par ça. D'accord. Et le t moins t0, ça c'est par rapport à... C'est le moment où x2 vaut 0, où on est retombé, d'accord. Okay. Donc on trouve à quel instant on retombe, et du coup à cet instant où on est là. Donc là j'ai fait une petite manip ici, mais bon, enfin voilà, en tout cas. Donc x moins x0, ça fait 2v0 carré sur g sin alpha, facteur de 1 plus sin carré sur cos carré. Et ça c'est 1 sur cos carré en fait. Hein, parce que ça fait cos carré plus sin carré sur cos carré. Donc finalement, ça fait 2. Bah, c'est plutôt sympathique. On aurait pu s'attendre à pire, non? Voilà. Donc delta x2, ça vaut ça. Et on va comparer à delta x1. Delta x, oui. Par contre, moi, j'ai x point point égale g cos alpha et y point point égale moins g sin alpha. Ah merde. On se serait gouré là? Ah merde. Enfin, pas merde, c'est pas bien de dire ça, mais flûte. On a dit x c'est celui-là, et mg est comme ça. Donc projeté là-dessus, alors tout dépend où est l'angle alpha, on s'est trompé tout à l'heure, donc il est possible qu'on se soit à nouveau trompé. Alpha est ici, donc alpha est là, donc alpha est là. Non, c'est bon? Bon, non mais ça aurait pu, on s'est trompé tout à l'heure, donc merci de vérifier. Donc cette fois, je crois que c'est bien. Enfin, je me suis trompé tout à l'heure. Vous m'aviez corrigé. C'est pour
Oui. Pour le client, on a le droit de la prendre en intégré, vu que la vitesse n'est pas constante sur le trajet. Oui, oui, mais on a x, donc en fait, le delta x1 avec lequel on veut comparer, bah, c'est en fait x1 de t moins x1 de t0, en fait. Hein? Non, c'est là où on est déjà arrivé compte tenu de la vitesse qu'on a. C'est là où effectivement ça dépend où est la bosse dans la descente. Quelle vitesse on a déjà. Mais on va pouvoir le relier parce que V0, ouais, V0 est relié à T0 d'une façon très simple. V0, X, oui. X0, c'est 1,5 de V0. Ah oui, oui, ça c'est joli ça. C'est bien de l'avoir en tête. Ok, je vais l'écrire. Ça, je peux effacer maintenant. Donc, pardon, hein, c'était ça, et je reviens là maintenant. C'est assez sympathique d'avoir une expression simple comme ça, hein, quand même. Ouais. Si alpha vaut 0, ça vaut 0, bah oui, parce que si on était déjà horizontal, on n'a pas décollé, donc on est déjà retombé. Donc, ça maintenant. Alors, x1 de t, ça vaut ça. Et x1 de t0, ah mais x1 de t0, c'est x0, oui, d'accord, c'est x0, mais ça vaut combien? Donc, x0 égale x1... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Si, x1 de t0. Donc ça, c'est... Donc c'est 1,5, je vais le réécrire bêtement là, juste je recopier la ligne du dessus. Mais T0 est caractérisé par le fait qu'on a V qui vaut V0. Or, que valait V? Or, V de T0 égale G sin alpha moins eta cos alpha T0. D'accord? V de t, c'était ça, avec t à la place de t0. C'est ça qu'on avait intégré, c'est cette expression-là qu'on avait intégrée pour avoir notre x. Donc ça, c'est V0. D'accord? Ça va pour tout le monde? Parce que j'ai effacé ce qui justifie ça, mais... D'accord? On avait trouvé x de point égale g sin alpha moins eta cos alpha, d'où on avait déduit x point égale ça fois t, et d'où on avait déduit x égale ça. D'accord? Donc là, j'ai juste repris cette ligne-là pour dire qu'à l'instant t0, la vitesse c'était ça fois t. Et c'est ça qu'on a appelé V0. Est-ce qu'on a besoin de passer par V0? Parce que si là je remplace T pour T moins V0. On peut pas. Ce qu'on veut, c'est x1 de t moins x1 de t0. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas t0 pour l'instant. Non, mais on peut assumer que le moment de l'impact, ils sont en même temps. Et donc, que ça, en fait, c'est juste les temps entre l'impact et j'ai touché pour Ouais. le deuxième, et l'impact et la continuation pour le deuxième. Mais la question, c'est où se trouve le deuxième au moment de l'impact du premier? Et voilà, il faut savoir où... Donc, l'instant de l'impact, c'est T1. Si vous voulez, l'impact a lieu... Là, ce que je peux l'appeler T1, l'instant où... Voilà. Et voilà ce qu'on veut. x1 de T1
moins x1 de t0. On a t1 moins t0, mais pour avoir t1 et t0, pour pouvoir calculer x1 de t1 et x1 de t0, il faut connaître t0. Et t0, on l'a en disant que c'est l'instant auquel la vitesse était v0. Ouais? Si? Oui? Non? Oui? Quand vous dites rien, je suis paniqué. Ouais? Le problème, c'est que si la façon dont on l'a fait, c'est qu'on a dit qu'on part à vitesse nulle et à l'instant t égale 0 et on avance. Maintenant, on peut redéfinir l'instant t0 comme étant l'instant 0 pour calculer la suite. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut savoir quelle est la vitesse qu'on a à cet instant-là. Et ça va dépendre de cette vitesse. On le voit ici, la durée de la chute dépend de la vitesse. Justement, c'est que même instant, il y en a, enfin, à un impact, les deux, ils parcourent le trajet en même temps. Parce qu'ils ont Oui, la même masse, voilà. ils sont Voilà. soumis aussi. Jusqu'à la bosse, ils sont pareils. Donc on sait que le deuxième skieur, il arrive à terre dans un délai qui est t moins t0, mais t0 on peut le remettre à 0 du coup. Oui, mais il faut savoir comment savoir quelle distance a parcouru le premier pendant cette durée-là. C'est x de cette durée, enfin de cet instant, moins x de l'instant du départ. Mais x de l'instant du départ, c'est pas ça. C'est ça pour V0. C'est V0 quoi. Et non, parce qu'il n'a pas été toujours à la même vitesse depuis le début. Mais ce qu'on voit là, et c'est intéressant, c'est que donc à l'instant t0, qui est l'instant auquel le skieur, les deux en l'occurrence, ont la vitesse v0. Où se trouvent les deux skieurs à cet instant-là? À quel x? Eh bien, ils se trouvent à l'instant x, à l'endroit x qu'on a appelé x0, qui est, en fait, en fonction de v0, vous voyez que c'est ça fois t0. Donc ça, on est d'accord, c'est x de t0. Hein. Ça fait 1 demi de... Je le réécris encore une fois, mais... Ça alpha t0 carré. Eh bien, ça, c'est v0 t0 sur 2. Ah. Et ça, c'est divisé par 2. Ouais, divisé par 2. Oui, mais c'était l'idée. Mais le problème, c'est qu'en fait, il faut savoir quelle était la vitesse moyenne depuis le départ où on avait une vitesse nulle et la vitesse où on est à cet instant-là. Eh bien, quand l'accélération est constante, la vitesse moyenne, c'est la moitié. Ah bah c'est juste parce que V0 ça vaut ça et X0 ça vaut ça. Donc si vous faites ça fois T0 sur 2, ça vous donne bien ça. Je le constate. J'ai peur de faire ça, mais je le fais quand même. Je vais quand même laisser le delta t là. Je fais ça. Ça, c'est un truc à garder en mémoire. Quand vous lâchez un corps, sans vitesse initiale dans un champ de pesanteur constant. Donc, Z2 point égale moins G. Z point égale moins GT, et Z égale, là d'où vous êtes parti, moins 1,5 de GT2. À un instant donné,
à t, vous avez une vitesse qui vaut ça, et vous avez chuté de combien? Delta h, c'est donc h moins z de t, d'accord? Donc h moins ça, c'est 1,5 de gt2. D'accord? Vous avez, enfin, en valeur absolue, moins 1,5 de gt2 dessus. Donc à chaque instant, vous avez parcouru delta h pendant un temps t. Quelle était donc votre vitesse moyenne? Ben, la distance parcourue divisée par le temps que ça a pris. D'accord? Donc v moyenne, c'est ça, moins 1,5 de gt2 divisé par t, et donc moins gt sur 2, mais moins gt, c'est votre vitesse. Donc c'est v sur 2. Et vous voyez que là, j'ai rien supposé. Là. C'est une chute libre avec une accélération constante. Et vous voyez que la vitesse que vous avez, vous partez de 0, la vitesse que vous avez à un instant, elle est telle que votre vitesse... Enfin, si vous voulez, votre vitesse moyenne depuis le début, c'est la moitié de la vitesse que vous avez à chaque instant. La vitesse ne cesse de croître. À un instant donné, votre vitesse moyenne n'est donc pas la vitesse que vous avez maintenant, puisqu'au début, vous aviez 0. Donc elle était plus petite. Mais en fait, elle était exactement la moitié. C'est le 1,5 gt2 qui fait ça. La vitesse, c'est gt, et la distance parcourue, c'est 1,5 gt2. Donc, ça fait 1,5 de la vitesse. Enfin, voilà quoi. Si j'essaye de faire la phrase, je vais me tromper, mais voilà, vous avez compris. Voilà. Donc la vitesse moyenne, c'est la moitié de la vitesse. C'est pas mal de le savoir. Ça nous aurait permis de ne pas avoir à le remontrer là. Comme vous dites, la moitié de la vitesse à un instant donné. Oui, à chaque instant de votre chute libre, vous avez une certaine vitesse, et la vitesse moyenne depuis le début, c'est la moitié de la vitesse que vous avez maintenant. Donc si à un moment vous avez 10 mètres par seconde de vitesse, en fait, c'était 5. Voilà. J'avais un truc que je voulais dire. Ouais. Mais Non, non. Si je chute de là à là, Ouais. la vitesse moyenne, elle ne bouge pas. Ah si. Bah non, Ah. la Oui, vitesse entre oui. la vitesse moyenne, elle ne bouge pas. Ah oui, oui, Donc, oui. Du coup, la vitesse à un point donné, ce ne sera jamais à chaque fois v sur 2, la vitesse moyenne, parce que la vitesse, elle change en fonction de la chute. Oui, un truc que j'ai Oui, compris. mais c'est la moitié de la vitesse que vous avez maintenant. Donc, la vitesse moyenne entre là et là, c'est la moitié de la vitesse qu'a le corps ici. Ah d'accord, ok. La vitesse moyenne entre là et là, C'est c'est... pas n'importe quel v, c'est pas v à n'importe quel moment, c'est v au moment où on Oui, ok. à l'instant t, oui, oui. La vitesse moyenne, entre un point et un autre, c'est la moitié de la vitesse qu'on a en bas. Bref, si on revient maintenant du coup à l'exercice, on l'a redémontré là, mais ça m'a fait penser que ce serait peut-être pas mal que je vous le dise, parce que c'est général. Il suffit que l'accélération soit constante, et puis c'est trivial. Hein. 1,5 gt2, c'est effectivement... c'est gt fois t sur 2. C'est juste ça. 1,5 gt2, c'est gt fois t sur 2. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, à chaque fois que l'accélération est constante, ce sera la même chose. Donc, ici, finalement, le x1 de t0, c'est v0 t0 sur 2. Alors, qu'est-ce que j'efface là? Je réefface ça. Ça c'était un aparté général. Donc delta de x1, donc je répète que c'est x1 de t1, c'est-à-dire de cet instant-là. Donc de t0 plus delta t moins x1 de t0. Ça, c'est donc... Alors, x1 à cet instant-là, ça fait 1/2 de g sin alpha moins zeta cos alpha t1 au carré.
j'ai pas écrit T0, je vais l'écrire le T0. J'ai X0 qui vaut V0 T0 sur 2. Et j'ai T0 qui vaut V0 sur G sin moins état cos. Oui. Comme option de prendre notre vitesse, la valeur des zéros, et de l'intégrer sur notre laps de temps. Parce qu'on a du coup dn égale. Pour faire quoi? Non, mais peut-être, mais pour obtenir quoi? La distance. Parce qu'en fait, La distance par. ce lien-là, nous, on a que T0, elle est même pour les deux. Ouais. Le delta T, elle est même pour les deux. On veut juste savoir la différence entre les X. On remplace tout simplement T. Il faudrait connaître la vitesse moyenne du skieur qui n'a pas décollé. Oui, mais c'est ça qu'on fait. Mais il faut mettre... Ça, c'est pas delta T, c'est T. C'est pas ça. C'est pas la durée du saut. C'est l'instant de la fin du saut. Ah non, parce que le problème, c'est que T1 carré moins T0 carré, c'est pas T1 moins T0 carré. Nous, on veut T1 carré moins T0 carré. Donc, il n'y a pas moyen. Il faut écrire VDT égale dl sur dt. Et comme nous, c'est dl qui nous intéresse. Oui, mais ce que vous me dites, c'est que vous voulez calculer la vitesse moyenne du skieur qui n'a pas décollé pendant la durée du saut. Après, moi, j'aurais fait mon intégral. Oui, mais vous allez intégrer d'où à où? Mais entre T0 et le T du point de chute du point skieur. De T1. C'est déjà intégré. Si vous intégrez la vitesse du début à la fin, vous allez obtenir ça de T1 moins ça de T0, par définition. Donc c'est exactement ce qu'on fait en fait. Ouais. Alors, donc 1 demi de G, voilà. Donc en fait on veut ça à T1 carré moins T0 carré, on est d'accord? C'est ça qu'on veut. Sachant que T1, on peut peut-être ruser un peu quand même. T1, c'est T0 plus delta T, avec ce delta T là. Et donc ça au carré, c'est T0 carré plus 2T0 delta T. Donc tout ça là, ça fait 2T0 delta T plus delta T carré. On gagne un peu. Pas la peine de faire T0 carré puis de le retirer après. Okay. Donc en fait, le delta X1, c'est 1 demi de G sin alpha moins eta cos alpha fois... Alors, T0 vaut quoi? T0, on a dit que ça valait ça. V0 sur le G machin. Donc 2 V0 sur G sin moins eta cos. Je mets S moins eta C, si vous voulez bien. Fois delta T, c'est-à-dire fois ça. Donc fois 2 V0 sur G tangente. Ça, c'est le premier terme. Et puis plus ça au carré, c'est-à-dire 4 V0 carré sur G2 tangente carré alpha. Voilà. Et donc, ça fait...
Donc là, on a du 4V0 carré sur G2 qu'on peut sortir. Donc ça va faire, alors, fois 1,5 de G, ça va faire 2V0 carré sur G2. Sur G, pardon. On retrouve le même préfixe que là, si je puis dire. C'est-à-dire la partie dimensionnelle, c'est 2V0 carré sur G. Mais là, on a sin alpha sur cos carré. Et là, on va voir ce qu'on a. Eh bien, on a tangente sur ce machin. Plus tangente carré. En fait, je vais même... Ouais, enfin bon. On peut mettre tangente alpha encore en facteur. Faisons-le. Bientôt, bientôt. Non, mais ça y est, c'est fini. Vous voyez? Non, parce que là, on a aussi le tangente alpha. Donc, delta x2, c'est 2v0 carré sur g tangente alpha fois 1 sur cos alpha. Et delta x1, c'est ça. Donc, c'est fini. Il faut comparer ça à ça. C'est très sympathique de voir le même préfacteur là devant. Hein? Il y a la partie dimensionnelle, on a vérifié que ça c'est bien des mètres. Ça c'est ce qui est, ça c'est la partie qui est gouvernée par le fait que on descend sur une pente alpha, etc. Et là intervient le coefficient de frottement. La comparaison des deux va dépendre du coefficient de frottement. Et vous n'avez pas d'idée de coefficient de frottement comme ça à la bouche? 0,2. Ça peut varier considérablement. De c'est complètement collé, ça ne bougera pas, coefficient de frottement infini, à c'est super bien farté, vous êtes sur des coussins d'air et c'est 0. Donc, alors, il faut comparer ça et ça. Dans quel cas ça c'est plus grand que ça? Bon, alors, on peut écrire ça supérieur ou égal à ça et voir ce que ça va, parce que ça, je vous rappelle que c'est sin sur cos hein, aussi. Donc, bon, on peut passer d'un côté. Donc, vous avez l'air d'être pressé. Donc, soit on le fait, on l'écrit, on regarde en détail. Mais au moins, on pourrait faire, si vraiment vous avez faim, on peut au moins regarder si ça va dans le bon sens avec état. Si état est plus grand, est-ce que ça va dans le bon sens? Oui, dites. Oui, mais c'est ça. Là, si état augmente, du coup, le 1 sur sin alpha moins état cos alpha, ça va diminuer. Comme tout ça. Alors, attendez, si état augmente, c'est ça qui est en bas qui diminue. C'est ça? Ouais. Ça marche pas. Ah bah j'espère que si, attendez. Donc ça augmente. Bah oui, c'est grand et du coup ça sera un rallonge. Bah si c'est... Ah oui, j'ai vu. État, c'est froid. Non mais il a raison, c'est bizarre. Non, c'est